Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à notre présentation sur Semantic Release. Donc on va vous expliquer en fait comment fonctionne Semantic Release, comment c'est basé sur des normes. Semantic Release, c'est un outil qui est très très pratique, qu'on voit beaucoup sur des projets open source et on voit pas beaucoup en entreprise. Et donc voilà, on voulait vous présenter ça, faire un peu la promo pour cet outil bien pratique. Je me présente, moi je m'appelle Antoine Méouzon, je travaille chez Sphère, on travaille tous les deux à Sphère Lille, donc je suis cloud architecte et manager chez Sphère. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est automatisation, et donc naturellement je suis arrivé au DevOps et au cloud, donc voilà, je travaille beaucoup sur Google Cloud actuellement, et je vais laisser Gaëtan se présenter. Bonjour à tous, moi c'est pareil, on va dire qu'Antoine c'est peut-être mon modèle finalement. Je suis SRE ou CRE ingénieur DevOps chez les clients. Et pareil, j'ai une forte appétence sur tout ce qui est CI, automatisation et cloud. Ok, donc pour commencer, je voulais un peu vous connaître, savoir voilà, comment vous travaillez aujourd'hui. Donc j'aurais une première question, en fait, c'est qui utilise Git aujourd'hui, au quotidien? Ou alors je vais faire inverser la question, qui n'utilise pas Git au quotidien? C'est vrai, ok, non mais... J'allais dire, franchement, je m'attendais à voir plus de gens encore utiliser SVN. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Git et du SVN? Ah, ok, donc oui, il y en a aussi. Hein. Alors, franchement, on s'est posé la question en fait sur Semantic Release. Je me suis dit, est-ce que, enfin, c'est très très lié à Git. Est-ce qu'il y a un plugin Semantic Release, parce que ça fonctionne beaucoup avec des plugins. Est-ce qu'il y a un plugin Semantic Release SVN? En fait, donc il y a une issue qui date d'il y a 4 ans. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut l'avoir pour SVN, et le mec qui a fait vous m'emmerdez, vous forquez le projet, mais on va pas faire de plugin, c'est trop lié à Git. Donc c'est vraiment effectivement c'est une référence. Qui utilise donc des tags pour marquer en fait quand vous avez une nouvelle version. Voilà, pareil, je vais inverser. Est-ce qu'il y a des gens qui produisent un artefact de leur application avec Git et qui n'utilisent pas les tags? Il y en a aussi, ok. Pareil, je m'attendais à avoir plus de gens. Qui, à partir du tag, produit un package et qui va être automatiquement sur une registrie qui va être partagée. Voilà, en fait je vais inverser toutes les questions. On a rajouté ce slide il n'y a pas longtemps, et donc qui ne le fait pas alors? Ok, et donc par exemple c'est construit sur le poste et publié directement sur les machines, un truc dans ce genre là. Ok, ok. Qui connaît et utilise Semantic, alors qui connaît Semantic Release? Ok, qui l'utilise? Ok, comme quoi, enfin voilà, c'est un outil, vous allez voir, c'est très très pratique, c'est tout simple. Franchement, ça fait pas de miracle, limite, on aurait pu faire un quickie de 15 minutes. On a vraiment étalé le truc en fait mais vous allez voir, c'est très simple et ça marche très très bien. Tac. Ah oui, et donc, qui est satisfait aujourd'hui de son process de release? Ah bah vous êtes vraiment arrivé dans le bon talk en fait, hein, vous êtes au bon endroit, très bien. Ok, je vais laisser Gaëtan vous raconter une petite histoire. Donc moi je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Bill. Alors Bill ça peut être un développeur, ça peut être un ops, un DevOps, peu importe, mais on a tous la même problématique. Il travaille sur une super application, voilà, il a un super projet, et un jour il se réveille, et là il voit dans ses tâches qui arrivent. Je dois migrer une librairie, donc une dépendance de mon application. J'utilisais en version 3257 et la nouvelle version qui est réalisée c'est 3284. Bon, super, on y va. Première chose que Bill essaie de faire, c'est quels sont les impacts finalement de cette nouvelle version chez moi. À la recherche du changelog perdu, pas de release note perdu, pas de release note. Bon, pas de release note, peut-être que j'ai un fichier changelog.md qui traîne, je vais pouvoir me retrouver perdu. Bon, il ne se décourage pas, il y a une bonne nouvelle quand même. La librairie qu'il utilise, le code il est disponible en ligne sur un GitHub, un GitLab, voilà, c'est un repo qui est ouvert. Il regarde le tag, il y a 3 commits qui sont embarqués dans son tag. Premier commit, fix-up. Feature, update core. Là, c'est un peu la panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, finalement, il va regarder quels fichiers sont impactés directement. C'est quoi les changes sur les fichiers? Deep dive dans le code.
Malheureusement, il n'a pas les compétences pour, c'est pas forcément un langage qu'il maîtrise. Donc là, seule solution qui reste, vous serrez les doigts, vous serrez tout ce que vous pouvez, vous prenez un environnement de test, vous faites votre montée de version, et là, vous êtes content parce qu'il faut aller vendre à votre chef ou à votre PO une campagne de TNR sur toute l'application. Voilà, alors une petite question, qui se retrouve plus ou moins en fait dans ce scénario? Qui a déjà vécu un truc similaire, ah, pas tout, hein, mais une partie. Non, ça arrive. Ok, merci. Et finalement, on va se poser une question hyper importante. Pourquoi Bill il s'est retrouvé dans cette situation? C'est pas compliqué de faire un changelog. Voilà, c'est juste un petit fichier Markdown. C'est assez facile. Mais quand on regarde, finalement, notre process, ils sont assez longs et douloureux parce qu'il y a souvent des actions manuelles. Il y a de la compilation, ça prend du temps. C'est quoi ma nouvelle version? Voilà, vous devez réfléchir à ça. Vous avez des outils qui ne sont pas forcément les mêmes selon les technos. Sur nos projets, on va avoir des fois du back avec potentiellement du Java ou du front avec du JS. Vous allez pouvoir faire un petit peu de Terraform aussi. Et finalement, tout n'est pas prévu, tout n'est pas pensé, ce n'est pas un outil qui va pouvoir réaliser partout. Ensuite, c'est aussi très complexe finalement comme problématique parce que c'est lié à votre orga. Et l'orga, elle est totalement différente selon les équipes. Donc vous en avez qui vont faire du monorepo, du multi-repo. Des fois, vous allez même avoir ce mix au sein de vos propres projets. Et en plus, on touche à la corde sensible qui est le workflow Git. C'est pour ça que c'est assez douloureux. Maintenant, laissons Bill, et finalement, plaçons-nous du côté du maintainer, donc celui qui maintient la librairie, et on va se poser la question, comment je peux faire, moi, pour faciliter l'adoption d'une nouvelle release? Voilà. J'ai ma librairie, je veux faire une nouvelle release, et j'ai envie que l'utilisateur soit simple pour être facile. Voilà, première chose qui nous vient, c'est la convention de nommage. Finalement, votre librairie, elle a un nom avec la version, et c'est ça qui est porteur de sens. Donc, on va faire un petit arrêt sur image, on va regarder ce qui se passe dans le milieu de la tech. Tout le monde connaît Ubuntu. Ubuntu, eux, ils se basent sur une norme qui s'appelle le calendar versionning. C'est simple, on prend des repères temporels et on estime que ça va décrire suffisamment notre version. Vous avez deux versions à chaque fois dans l'année, une en avril, une en octobre. 21.04, donc en avril 2021, ils ont fait une release. Ils font une nouvelle release en octobre, et ainsi de suite, ça se répète. Le contrat est simple, ça veut dire qu'entre les deux versions, vous savez que ça va être douloureux. Vous savez qu'il y aura des changements qui vont vous impacter. Ensuite, si on prend Unity, le moteur de jeu, eux, ils se basent sur le calendar versionning, mais ils accolent à une version un peu plus classique, en mode 1.0, 1.1. C'est-à-dire que chaque début d'année, ils rebootent la version. Donc ils commencent 2021, 2022 et ils collent 1.0. Donc ça, c'est leur version de départ. Et tout au long de l'année, ils vont venir incrémenter finalement le V1, donc avec des fixes et des évolutions mineures, pour l'année prochaine redémarrer et finalement avoir cette version majeure. Donc vous savez que quand vous arrivez en début d'année, vous allez potentiellement souffrir, vous allez avoir des impacts, et que sur toute l'année, le process va être assez simple pour vous. Alors, juste pour le troll, si vous prenez Tex, donc Tex c'est un ancêtre en fait du moteur de correction de documents qui s'appelle LaTeX. C'est fait par des mathématiciens à la base, bon, ils font aussi un petit peu d'informatique, et eux, ils ont fait 3 versions. Ils ont fait une première version, elle a vécu, ils l'ont tuée. La deuxième version, elle a vécu, ils l'ont tuée. Maintenant, ils arrivent dans la version 3. La version 3, ils ont décrété que c'était la dernière. Voilà, elle est stable. Par contre, ils doivent quand même la maintenir en faisant des fixes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque fois, ils rajoutent une décimale pour tendre vers pi. Donc ils ont démarré la version 3, 3.1, 3.14, 3.14.1, 3.14, 3.14.4. J'ai vérifié juste avant la conf, on a 9 digits à ce pi. Alors je ne les ai pas appris. Mais ça date de début janvier 2021. Pour info. Comme ça apporte beaucoup de sémantique, c'est très pratique. Après, une fois qu'on a compris le contrat est là. La version 3, elle est stable. Il n'y a pas de c'est un douleur pour eux. Si on prend la version, si on prend Windows, c'est un bel exemple marketing. Là, on sait que ça va faire mal dans tous les coups. Vous prenez Windows 3.1, Windows NT, Vista, Windows 7, XP, Millennium. On est revenu finalement sur des numéros qui se comprennent un petit peu maintenant. Voilà. Vous savez simplement que la promesse, c'est qu'il y aura forcément des impacts chez vous quand vous allez faire votre montée de version.
Ok, et puis on va enchaîner en fait, avec la première norme utilisée, en fait, hein, Semantic Versioning. Qui connaît Semantic Versioning? Ok, bon, alors, je pense que ceux qui n'ont pas levé la main, en fait, vous le connaissez, en fait, mais on va le détailler, je vais le détailler ici. On va voir en fait comment votre version peut porter du sens par rapport à ce qui a été réalisé. Donc Semantic Versioning, en fait, c'est simplement trois nombres séparés par des points, major, minor, patch. Vous avez quelques exemples, hein, la version 1.0, 1.06, voilà, 3.9.1, tout le monde a déjà vu ça. À quoi ça correspond exactement? Donc major, minor, patch. La version patch, ici, par exemple, on va bumper en fait de la version 1.01 à la version 1.02. Ça veut dire qu'il y a un fixe, un ou plusieurs fixes qui ont été réalisés dans cette version-là. Donc il est plutôt conseillé de passer à cette mise à jour, plutôt conseillé de lire la release note avant d'y passer, mais logiquement vous ne devriez pas avoir de breaking change, ça doit se passer en fait sans douleur. Donc il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité, il n'y a pas de breaking change. Quand on bump la version minor, on parle de feature, c'est-à-dire que de nouvelles fonctionnalités en fait ont été livrées. Vous pouvez avoir des nouvelles fonctionnalités, des fixes également. Donc on va bumper donc la version mineure. Il est plutôt conseillé de lire la release note, hein, ça peut apporter des choses sur votre application. Et pareil, il n'y a pas de breaking change, logiquement vous pouvez y aller safe. Et donc la version major, donc on passe de 1.0.0 à 2.0.0, c'est que là où il y a des breaking change, il n'y a pas forcément de nouvelles features, mais il y a des breaking change qui ont été apportés dans l'application. Donc là, vous devez lire les release notes, forcément vous allez avoir un impact quelque part dans votre application. Donc on parle de major, minor, patch, on trouve aussi en fait la description breaking.feature.fix, aussi qui est, je trouve, un peu plus parlante. Quelques règles sur le semantic versioning. Première règle, c'est que quand vous avez tagué une version, vous ne devez jamais modifier cette version. Alors, c'est-à-dire que si vous avez fait un tag et que là vous voyez un tout petit fixe, un tout petit truc, et ben ça veut dire que c'est une nouvelle version en fait. Hein. Alors, moi, je vais dire moi le premier en fait, hein, j'ai déjà écrasé un tag. Alors, qui a déjà overridé un tag? Qui l'a regretté? Ok. Parce qu'en fait vraiment c'est un tout petit fixe. Puis en fait finalement c'était parti dans la registry et du coup voilà, j'en essaie de le... Puis en fait du coup on se dit on va commencer à les supprimer. En fait c'est déjà été téléchargé en fait dans notre truc. Enfin, ça l'histoire quoi. Enfin bon, du coup, j'ai démissionné, tout ça. Enfin bon, c'était une autre histoire. Toute modification doit faire l'objet donc d'une nouvelle release. Hein, dès que vous avez une nouvelle feature, un nouveau fixe, vous publiez une nouvelle release. Vous pouvez faire des pré-releases. C'est géré en fait. Donc c'est-à-dire que tout ce qui, si vous suffixez votre version avec tirer quelque chose n'importe quoi, alpha, RC1, RC2, RC3, c'est forcément une version inférieure à la version réalisée. C'est comme ça aussi que les outils en fait de mise à jour comme des PandaBot gèrent l'application. Donc si vous passez d'une version -RC quelque chose et que vous avez une version, la même version, il va vous proposer de passer à cette nouvelle mise à jour. Ok, et je vais laisser Gaëtan présenter donc l'autre convention utilisée par Semantic Release, Conventional Commits. On a déjà fait un grand pas finalement pour notre ami Bill, parce que lui, en tant qu'usager, il va voir cette version, il va être tranquille. Maintenant, on repasse avec la casquette maintainer. Je pourrais m'arrêter là en disant j'ai un bon nom de version et je me fais un petit process dans ma CI qui est soit manuel, soit schedulé, qui va me demander mon nouveau numéro de version. Donc là, je vais devoir m'arrêter un petit peu, dire je réfléchis, je suis parti de telle version, j'ai fait tel changement, donc j'arrive là. Ça, c'est déjà un process qui est pas mal. Ils vont mettre un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec Conventional Commit, on s'est dit, on va finalement normer nos messages de commit. Et en fonction de nos messages de commit, on va pouvoir en déduire la nouvelle version. On va pouvoir faire finalement ce bump de manière automatique. Donc Conventional Commit, c'est une norme qui a été développée avec AngularJS. Donc AngularJS, c'est 2010. Ça fait déjà un petit moment que c'est installé finalement dans le milieu. Et cette norme, elle est assez simple, c'est-à-dire que votre message de commit, il va être décomposé en deux parties. Souvent on fait des commits one line, donc là vous allez avoir un type, deux points, une description. La description elle est libre, donc là c'est à vous de la mettre. Par contre le type, ça va être l'essence finalement, c'est ça qui va être extrait par l'outil. Le type, on va le voir après, vous allez avoir des types comme feature, fix, la paire, de la CI, ça va décrire finalement quelles actions vous avez fait sur votre code. Il y a aussi deux blocs qui sont souvent omis, c'est le body et le footer. Donc voilà, si vous ne faites pas des messages de commit online, vous pouvez avoir une structure comme ça.
On verra que le footer il est utilisé dans un cas bien précis. Quelques exemples. Le premier, un fixe. Donc là, mon titre, c'est un fixe, mais ça, la description, add missing HTTP. C'est moi qui ai décidé, j'ai fait mes modifs. Voilà, j'ai potentiellement fait sur une branche 4 commits, j'ai eu des commits de review, mais à la fin, j'ai dit que tout ça, ça correspondait à un fixe sur un problème d'header HTTP. Ça, l'outil, petit spoiler, va l'interpréter et va vous bumper la version patch dans le sampler. Étape de dessus, je rajoute une fonctionnalité à mon application. Toujours pas de changement. Là, le mot-clé, c'est fit 2 points. Faites attention, il n'y a pas d'espace entre le type et les 2 points. C'est souvent là-dessus qu'on se fait avoir. C'est tout bête. Là, la feature, c'est send an email to the customer when the product is shipped. Donc quand il y a un envoi de produit, maintenant le customer est alerté. La dernière partie, c'est le breaking change. Le breaking change, lui, il est agnostique du type. Par contre, il va se repérer sur le mot-clé breaking change dans le footer. Donc breaking change 2 points. Vous allez pouvoir mettre votre message de commit. Donc là, c'est core. Core, c'est une catégorie un peu couteau suisse, divers, finalement, un peu fourre-tout. Votre description, et vous avez le droit aussi, à côté de breaking change, de rajouter finalement la proc pour la mise à jour. Là, c'est libre, c'est votre interprétation. Vous avez d'autres types. Donc là, vous avez CI, style, refactor, perf test, en fonction de ce que vous modifiez. Ceux-là, on les utilise moins, et surtout, ce qui est important, c'est ceux d'avant. Le fixe, parce que seuls ces commits-là vont être interprétés par Semantic Release. Vous avez quand même le droit de mixer, de mettre des commits totaux, hop, moi je suis le premier. Par contre, quand je veux faire une release, il faut que j'ai un commit qui corresponde à la norme. Et donc, on va utiliser donc ces deux normes en fait, Semantic Versioning. On va utiliser également la norme Conventional Commit et on va donner ça à manger à Semantic Release, qui est pour le coup là l'outil en fait. Et on va voir un peu que fait concrètement Semantic Release de tout ça. Le but de Semantic Release en fait, c'est de complètement automatiser votre processus de release uniquement à travers donc vos messages de commit et de faire toute la phase de préparation de release note, de changelog, etc. Pour publier votre nouvelle version. Un petit point donc sur le projet Semantic Release, c'est un projet donc qui est open source, hein, le repo est sur GitHub. C'est un projet écrit en JavaScript. Alors c'est écrit en JavaScript, hein, c'est des packages Node en fait à utiliser. Par contre, hein, on va le répéter, mais c'est complètement agnostique. En fait, ça peut s'utiliser dans tous les cas en fait. Donc ça peut utiliser en Python, en Terraform, hein, ce qu'on fait beaucoup. En Java, enfin vraiment, on va voir en fait un peu plus loin le tooling autour de ça, les plugins. Ça s'utilise dans tous les cas. C'est un projet populaire, il y a 17 000 likes aujourd'hui. C'est utilisé donc sur près de 70 000 projets open source, donc c'est vraiment très populaire. 200 contributeurs aujourd'hui. Et le projet existe depuis 2014. Alors vu qu'ils sont cohérents avec eux-mêmes, hein, ils release le projet avec Semantic Release. Et donc ils sont en version 20.02. Donc pour voir, il y a eu quelques breaking change en fait depuis le départ. Ok, on va voir un peu comment ça fonctionne en fait sur le principe. Donc, que va faire Semantic Release au moment où il va se déclencher. Donc, il va partir donc de sa branche. Hein, donc, là, on est sur la branche master, mais avec une feature branch en fait, ou du Gitflow en fait, ça fonctionnerait. En fait, c'est qu'il va simplement remonter l'arbre jusqu'à tomber sur le dernier tag. Voilà, donc c'est branche spécifique, hein, donc c'est pas forcément que sur la branche master. Le pattern par défaut c'est x.y.z, mais vous pouvez le surcharger, et vous allez voir pour du monorepo par exemple, ça peut se surcharger très bien. Donc il va aller revoir tous les commits depuis le dernier tag. Donc là par exemple, il va en trouver deux. Il va trouver un commit de type fit, un commit de type fixe, et donc ils vont déduire que la prochaine release c'est une release de type mineur. Donc là, il est parti du tag 1.20. Il en déduit en fait que c'est une release de type mineur, et donc il va simplement bumper en fait la version mineure. Il va détecter en fait qu'il doit faire une version 1.3.0. Ça va faire le taf. Il va faire ses moulinettes, et derrière donc ça va taguer automatiquement
le repo Git, hein, vous allez avoir la version, ce qui est déjà pas mal. Et vous avez à travers différents plugins, on va voir ça juste après, vous pouvez avoir une page de release GitHub ou GitLab, avec justement les informations qui sont déjà bien référencées. Vous avez également voilà, les assets qui sont associés avec. Et vous avez un changelog qui est créé en fait directement sur les repos. C'est vrai que ça peut être le changelog qui est intégré dans les repos, donc c'est-à-dire que vous le check-outez. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir sur le site GitHub pour aller voir les différentes versions. Vous avez l'historique. Alors par exemple, ce que j'avais fait sur une API où on utilisait ce projet, c'est que on exposait directement sur l'API la release note. Et à travers un outil d'API management, la documentation, le Swagger était exposé, et la release note. Donc en fait, les développeurs qui consommaient, vous pouvez voir les deux directement ensemble, c'est très pratique. Et pour le coup, en fait, l'effort est nul en fait, pour le développeur, tout ça est fait automatiquement. Et petite cerise sur le gâteau, ça va venir décorer la pull request qui a été mergée dans ces différents commits. Et ça, c'est comme hyper pratique, hein, comme ça, qui a déjà galéré en fait pour aller voir sur une pull request et se dire sur quelle version ça a été mergé déjà, parce que je m'en souviens plus. Il y a quelques-uns, merci de me soutenir, je me sens pas tout seul. Et donc, ouais, voilà, c'est bien pratique, vous l'avez en fait. Hein. Un petit disclaimer, donc Semantic Release, c'est un outil qui se base sur ces conventions et c'est pas un outil qui va unforce, il va pas forcer à faire du conventional commit. Hein. C'est l'un des inconvénients, c'est-à-dire que il faut de l'adoption dans l'équipe où il faut expliquer. Vous ne pouvez pas introduire ça tout seul dans l'équipe et dire ça va marcher. Il faut quand même expliquer en fait comment ça fonctionne et que tout le monde l'utilise. Et d'ailleurs, si vous avez ça va changer complètement en fait votre façon de réaliser le projet. Et voilà, il y a un petit deuil de la façon de réaliser le projet. Et on va voir un peu comment c'est configuré et implémenté concrètement. Je vais passer la main à Gaëtan. Ok, donc là la théorie, ça va. C'est simple, c'est pas très sorcier finalement. Hein. Et on va voir comment finalement la magie va opérer quand on va l'implémenter. Alors, comme Antoine l'a dit, c'est du NPM, donc c'est distribué sur Node. Donc vous allez commencer par installer le package principal Semantic Release. Et ensuite, comme à Maven, vous allez avoir des plugins à installer. Donc il y a une liste de plugins officiels et il y en a pas mal issus de la communauté. Donc la communauté étant très active dessus. Et finalement, vous allez faire un peu votre shopping list dans ces plugins en disant je vais venir déclarer mon workflow de release. Je vais commencer par appliquer tel plugin qui va faire telle action, et ainsi de suite. Premier plugin qu'on utilise, le Commit Analyzer. Son nom l'indique, c'est assez simple, c'est lui qui est responsable de la qualité des commits et d'identifier finalement la marche à passer entre nos versions. Vous en avez un qui est responsable de générer une release note. Vous en avez un autre qui est capable d'interagir avec NPM. Donc il va venir mettre à jour finalement votre package.json, puisque vous avez un champ version dans le package.json pour ceux qui sont familiers avec Node. Il n'en existe pas pour Maven, mais on verra qu'il y a un petit tips pour aller mettre à jour nos versions dans notre propre XML. Vous en avez un pour interagir avec GitHub et GitLab. Donc eux, ils vont être responsables de finalement faire la release et la publication sur GitHub, donc préparer l'enrobage autour du tag. Vous en avez un pour interagir avec Git. Donc quand vous allez faire tourner Semantic Release, il va tourner sur une copie de votre repo, donc il l'aura cloné. Les fichiers qui sont modifiés ne sont pas committés de base. Votre changelog, il ne sera pas commité. Donc c'est à vous de dire explicitement, avec le plugin Git, je vais venir mettre à jour mon package.json et mon changelog. Je vais venir le commiter. Vous en avez un qui génère le changelog. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est l'exec. Donc c'est le couteau suisse. Donc lui, il va vous permettre d'exécuter des commandes, n'importe quelle commande, voilà, du bash par exemple. Et notamment on l'utilise pour exécuter une commande Maven. Dans les faits, prenons l'exemple d'une appli Node, vous allez avoir un fichier .release.rc. Donc vous pouvez faire du JSON, du YAML, ou le mettre en mode JS directement. Vous avez une liste de plugins, donc ça va être votre workflow d'exécution de votre release. Dans notre cas, on va commencer par analyser les commits, générer une release note, on interagit avec NPM, donc j'ai envie que mon package.json soit mis à jour.
Petite subtilité, il essaie de publier par défaut sur le registre NPM. Donc nous, comme c'est une démo, on les active. On génère le changelog et on commit nos fichiers changelog et package.json. Et ensuite, on interagit avec GitHub. On peut voir sur le message de commit, alors, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais c'est core .next release version avec un skip CI. C'est-à-dire que semantic release, il va venir vous mettre à jour le changelog, votre package.json, il va venir faire le commit, et ensuite, il va venir tirer le tag. On verra dans la démo comment ça se traduit. Si on compare avec une conf pour Maven, donc on a highlight les changements, le tag format, donc le pattern finalement de recherche du tag, on peut le customiser. Là, on l'a préfixé par myapp avec un petit tiret, donc votre numéro de version, ça sera, Mavotag, ça sera myapp-100, 110, et ainsi de suite. Les plugins, on a remplacé le plugin npm par un plugin exec, où là, on va venir appliquer directement une commande Maven qui va aller mettre à jour, donc updater tous nos pommes en récursif en mettant la nouvelle version. Donc la nouvelle version, celle qui est calculée, vous pouvez la récupérer avec la variable nextRelease.version. On va ensuite générer la release note, le changelog. Ils ont des paramètres, si vous voulez customiser le changelog, mettre des emojis, j'en sais rien, dedans, voilà, vous êtes libre. On dit à Git, commit-moi tous les pommes et le changelog. Et pareil, on interagit avec GitHub, donc on va voir la release. Elles sont un peu finalement pénibles à faire ces confs parce que la toute première fois, quand vous allez avoir semantic release, c'est là où vous allez devoir mettre un effort pour essayer de comprendre, faire votre workflow. Mais une fois que votre workflow est fait, vous faites un bon copier-coller des familles. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, on l'a fait pour Terraform. Je passe sur un projet maintenant où on fait du Terraform. J'ai ma conf semantic release, hop, j'appelle semantic release. Et une fois que je fais mes commits, je sais que mes modules Terraform ils seront publiés et je pourrai les utiliser. Donc l'effort est un petit peu consistant au début et après, il faut une copier-coller quasiment. Donc la démo, on va voir ce que ça donne en action. Donc notre scénario, on va prendre une appli NPM, donc assez simple, elle a un peu de vécu. On va se focaliser sur la branche master. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les commits qui arrivent sur la master. Finalement, la façon que vous avez de travailler avant d'arriver sur la master ou main d'ailleurs, c'est pas là où semantic release va être intrusif. Si vous voulez vous amuser à faire des commits, par exemple up toto sur votre branche de feature, et qu'à la fin, avant de merger, vous squashez ça, vous faites du rebase, vous amendez vos commits, moi ça me va très bien et semantic release ça lui va très bien. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est sur la branche où j'ai mes releases, où je dois réaliser, il faut que je trouve au moins un commit qui soit interprétable. Et s'il ne trouve pas de commit interprétable, il va simplement vous dire nothing to do, let's go. Donc nous, on va partir sur une version 1.2.0, c'est notre dernière. On va faire 2 commits. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 feature teams, par exemple, qui ont bossé. Ça se transforme en un commit de feature, donc ils ont rajouté une feature et ils ont corrigé quelque chose. Hop. Tac. Je sais pas si vous voyez bien au fond, mais on va commencer par vérifier le guide graph pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. On est bien sur notre dernière version, notre tag 1.2.0 sur notre master. On va les vérifier sur GitHub. La dernière release, ça devrait être une 1.2.0. On a bien l'encart 1.2.0 dans la release. On avait déjà une petite release note qui était attachée. On va regarder le fichier de conf. Donc c'est quasiment le même. C'est-à-dire que là, le tag format, je l'ai juste customisé parce que j'aime pas moi ce petit préfixe là. Mon workflow, j'analyse mes commits, je crée une release note, j'interagis avec NPM, je génère un changelog, je commit le tout et je lui dis tout ça, ça part sur GitHub. On fait nos commits, premier commit, on n'oublie pas de respecter la norme. Donc là, on simule finalement tout le travail qui a pu être fait sur une branche en amont. J'ai fait mon commit de type fit. Je fais mon commit de type fixe. On vérifie le guide graph.
Donc j'arrive comme si j'avais eu deux pull requests finalement de merger sur ma branche de livraison. On n'oublie pas deux push, puisque Semantic Release va toujours aller vérifier l'état de la remote par rapport à lui ou à ce qu'il connaît. Donc là, on le teste en local avec le CLI, mais théoriquement, c'est dans la CI, soit de manière automatique, soit schedulée ou déclenchée. Il va charger tous ses plugins, donc il va donner tous les logs, évidemment, ne nous servent pas. On peut vérifier qui génère une release sur la branche master avec votre repo. Il cherche le dernier tag en fonction de son pattern qu'il connaît. Le dernier tag, c'est 1, 2, 0. Il compare, il trouve 3 commits. Donc, il y a un commit de type fixe qui génère un patch, un commit de type fit qui va générer une mineure, et il a trouvé un autre commit qui est un commit de doc. Et il vous dit simplement, bah, moi ça ne déclenche rien du tout chez moi. À partir de là, il sait d'où il part, il sait où il part de la 1, 2, 0, il va faire une mineure, il vous génère la 1, 3, 0. Et là, votre workflow continue de s'exécuter. Donc, il va vous écrire la version 1.3.0 dans le package.json, ça c'est le plugin NPM. Il va vous générer le changelog, donc il va vous l'updater. Il vous prépare la release git en 1.3.0 avec la création du tag et il vous le publie tout simplement sur GitHub. Donc, on va vérifier. Le git graph, j'ai bien tout en haut un tag 1.3.0 maintenant, qui est ma dernière release. Et sur GitHub, on a bien notre release 1.3.0 qui vient d'être publiée, avec sa petite release note. Alors, après, à vous de voir. Si vous voulez faire des grosses livraisons, des petites livraisons, forcément, vous aurez un changelog avec plus d'entrées ou moins d'entrées. On peut voir le commit qui a été généré par Semantic Release, donc il y a bien deux fichiers qui ont été bougés, le changelog et le package.json. Il est mis à jour. Et ensuite, on peut continuer le process, donc il y a encore les développements qui arrivent, puis à un instant T, on va déclencher Semantic Release, il va comparer, on va faire la dernière tag, et ainsi de suite. Ça, c'est une problématique qui est simple. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une nouvelle version, la 1.3.0, je l'ai distribuée à mes utilisateurs. Sauf que j'en ai qui sont plutôt réactifs, c'est-à-dire qu'ils étaient en 1.2.0, ils sont passés en 1.3.0 sans problème, et j'en ai d'autres, mais ils mettent un peu plus de temps, ils restent en 1.2.0. Pas de bol. Il y a un utilisateur qui me remonte une vulnérabilité, voilà, un bug dans mon application, et je me retrouve à devoir faire un hotfix. Sauf que j'ai deux versions qui sont actives en parallèle. Ça, souvent, c'est assez douloureux à gérer. Et voilà, ça se fait très simplement. Mes deux versions sont actives, on va faire un commit de hotfix sur notre branche principale, pour notre 1.3.0, et on va le reporter sur notre 1.2.0. Donc ça va, on devrait se retrouver avec une 1.3.1 et une 1.2.1 finalement, que mes utilisateurs vont pouvoir utiliser et qui corrigeront leurs soucis. Alors là on fait confiance tout de suite, donc c'est-à-dire que je fais mon commit, je suis sur toujours mon repo avec mon dernier tag en 1.3.0, j'ai mon commit qui vient d'arriver, mon fixe. Donc pareil, on a simulé le process d'avoir une pull request avec des branches. On push, donc on vérifie, je suis sur la master. Mon dernier tag c'est 1.3.0. J'envoie Semantic Release. Semantic Release, il va me dire qu'on est en train de travailler sur la master, sur le repo. Voilà, le dernier commit qu'il a trouvé, c'est le 1.3.0. Forcément, c'est celui que j'ai réalisé juste avant. Il analyse les commits. Il n'y en a qu'un, c'est un fixe, donc c'est un patch. 1.3.0 plus patch égale 1.3.1. Voilà. Il le publie, il fait le commit, exactement comme avant. Maintenant, la petite complexité, c'est que ma branche, mon tag 1.2.0, je veux le mettre à jour. Là, vous allez pouvoir tirer une branche avec un pattern 1.2.x à partir de votre tag 1.2.0. Et sur cette branche de hotfix, vous allez pouvoir venir appliquer des commits de type fixe. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a tiré une branche 1.2.x sur le tag 1.2.0. J'ai cherry pick mon commit. Donc on va vérifier sur le git graph. Donc j'ai bien ma branche 1.2.x avec mon commit qui est reparti.
Et là, Semantic Release, il va vous dire qu'il se déclenche finalement sur cette branche 1.2.x. Le dernier tag sur cette branche 1.2.x, c'est plus le 1.3.0, c'est le 1.2.0, et il va continuer son travail. Donc là, Semantic Release va se lancer. Il s'exécute sur la branche 1.2.x. Ça, c'est quelque chose qui est configurable dans votre release RC. Vous avez un petit attribut branch que vous pouvez configurer. Le dernier tag, chez lui, c'est la 1.2.0. Et comme vous êtes sur le pattern 1.2.x, il considère que vous avez le droit d'incrémenter le mineur. Il fait son travail, il vous a préparé une release Git 1.2.1 qu'il a publié. On voit tout en haut le tag 1.2.1 et on va pouvoir aller vérifier ça maintenant sur GitHub. Donc sur GitHub, vous avez bien votre 1.3.1 qui a été réalisé avec votre changelog, mais vous avez aussi juste en dessous votre 1.2.1 qui a été mis à disposition pour vos users. Et là, vous venez de faire un hotfix avec 2 versions actives en parallèle, ce qui généralement est assez compliqué. Ok. Et donc pour aller un peu plus loin, donc là vous l'avez vu, Gaëtan a fait une simulation où on exécute Semantic Release directement sur le poste. C'est pas le but voilà, de l'automatiser de cette manière. Hein. Vous pouvez appeler, alors, avec n'importe quel outil de CI, appeler la commande Semantic Release ou alors appeler un npm run release. Vous pouvez l'automatiser en fait, par exemple à chaque commit sur votre branche main, ou alors on en discutait en fait, hein, vous pouvez le déclencher manuellement, vous pouvez le déclencher une fois par jour par exemple. Tous les scénarios sont possibles. Il existe une GitHub Action, voilà, qui est communautaire, qui fait le taf, hein, c'est-à-dire que vous pouvez lui passer tous les paramètres et il va faire le taf automatiquement. Et on fait une petite pub pour notre collègue Romain Lespinasse en fait, qui a fait aussi une GitHub Action qui fait tout ça tout seul en fait. Vous mettez juste release date dans votre workflow GitHub Action, vous n'avez aucun fichier de configuration et lui en fait dès que vous committez sur main en fait il va se déclencher et faire Semantic Release. C'est pratique également. Quelques outils autour de Semantic Release. Vous avez l'outil CommitLint qui va permettre de vérifier en fait que vos commits, vos messages de commit sont les bons. Donc c'est tout simple, c'est bien pratique. Commitizen en fait qui est une CLI qui va vous aider à écrire vos messages de commit également, ça peut être pratique. Alors moi ce que j'utilise, alors c'est inclus directement dans Git, hein, c'est que vous pouvez faire un Git message, donc vous configurez ça dans votre fichier de configuration Git, vous faites référence à un fichier texte, et dedans vous mettez simplement le template de conventional commits, et vous n'avez qu'à le compléter. Évidemment, c'est compatible avec Dependabot et Renovate. Alors Dependabot maintenant c'est inclus sur GitHub, hein, mais vous allez trouver l'équivalent côté GitLab. Donc Dependabot hein, se fie complètement à Semantic Versioning. Vous avez également un challenger à Semantic Release, c'est Release Please de Google, qui se base exactement sur la même convention et l'implémentation est un petit peu différente. Ça passe par une pull request. Ça peut être pratique puisqu'en fait Release Please lui vous fait une espèce de dry run de votre release en fait à travers une pull request. Donc vous pouvez vérifier en fait ce que ça va donner avant de le merger sur votre branche. Vraiment ça marche de la même façon. Enfin, on a des collègues qui l'utilisent. C'est du même style. En conclusion, donc, croyez-nous, hein, ça va améliorer votre workflow pour le mieux. C'est le créateur de Semantic Release hein, qui le dit. Et, mais on vous le dit aussi, hein, on travaille pas pour Semantic Release. Et donc vraiment, ça apporte, voilà, c'est vraiment bien pratique. Donc vous allez avoir une release qui va être complètement automatisée. Il faut juste bien faire attention à bien nommer vos commits et ça part tout seul. Ça va permettre en fait de mieux communiquer, c'est-à-dire avoir moins d'interaction en fait, de problématiques avec vos collègues, hein, puisque toutes les informations sont disponibles directement à travers GitHub. Si vous avez un GitHub d'entreprise, un GitLab privé, en fait ça marche exactement de la même façon. C'est intégré directement dans votre workflow.
et ça porte, enfin voilà, on l'avait déjà dit, mais vraiment ça fonctionne avec n'importe quel package manager, n'importe quel langage, via le plugin exec ou des plugins spécifiques. Donc vraiment ça fonctionne dans tous les cas, ça s'applique à toutes les situations dès que vous avez une version à réaliser, hein, donc Node, Maven, Python, Terraform, ça marche dans tous les cas. Et alors l'avantage aussi c'est que, alors moi j'utilise pas mal quand j'explore du code, hein, enfin on lit, enfin pour une ligne écrite en fait elle va être lue 10 fois. Donc je passe beaucoup de temps, comme vous tous en fait, à lire du code. Et donc quand vous faites un clic droit annotate with blame pour avoir les annotations, bah au moins ça va vous éviter en fait d'avoir des fix, try to fix, try again. Vous allez avoir en fait des messages de commit qui ont beaucoup plus de sens et c'est plus facile à suivre. Ça fonctionne également avec des monorepos. Il y a un monorepo, enfin un plugin pour la gestion des monorepos. Donc ça va se baser sur le nom du répertoire et ça va le suffixer avec la version. Et donc il va se baser simplement sur le fait que vous committez dans un répertoire pour réaliser le sous-projet en fait dans votre monorepo. Donc ça fonctionne vraiment dans tous les cas. Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Donc ça c'est le QR code pour les slides, si vous voulez les retrouver c'est sur GitHub. Et ça c'est pour les feedbacks. Alors merci beaucoup de nous faire des feedbacks, ce serait vraiment très très sympa. Pour savoir si on peut s'améliorer. Alors je sais que je dis beaucoup de pas la peine de me le dire, je le sais déjà en fait, hein, donc ça voilà, vous pouvez faire d'autres feedbacks. Et voilà, on est dispo si vous avez des questions. Voilà, vas-y, t'as levé la main en premier, je t'en prie. Et plus visuel. Alors j'ai failli, je l'ai pas rajouté dans la présentation, mais en fait, je réponds à la question. Ouais, c'est donc tu utilises Gitmoji, qui permet vers le Gitmoji. En fait, c'est qu'on va remplacer les feeds fixes, voilà, par un emoji. Donc le fit c'est une fusée, le fixe c'est un petit bug, et le breaking chain c'est une explosion, je crois. Et après il y a tout ça en fait. Et ben il y a un plugin Semantic Release Gitmoji en fait, et comme ça c'est supporté en fait par Gitmoji. Voilà, donc je suis perché. Voilà. Et vas-y, tu avais une question? Est-ce que du coup c'est possible de commencer à utiliser ça sur un projet déjà existant? Si on se dit d'un seul coup, là le projet grossit, on a besoin de commencer vraiment à mieux structurer. Comment on fait? On démarre, on fait un git tag à 1.0 et on repart de là. Ok, donc la question c'est comment on fait pour partir là-dessus sur un projet existant? Alors idéalement il faut déjà avoir respecté alors je dis pas qu'on est le semantic versioning, puisque semantic release se base là-dessus, et après on peut démarrer là-dessus. Si le projet ne respecte pas semantic versioning, ça va être un peu plus compliqué, ou alors il faut peut-être je sais pas, repartir à zéro, mais c'est pas Jojo quoi. L'important c'est d'avoir un tag et semantic release qui va partir de ce tag. Donc à moins que tu aies un format de tag qui n'était pas du tout adapté à ce que tu veux faire par la suite, auquel cas tu devras faire un petit tip, se dire je crée moi-même, donc j'initie un tag par exemple 1.00, semantic release, puis après il va détecter tes messages de commit. Il y a toujours le même principe, si tes messages ne respectent pas la norme, tu n'auras pas de nouvelle version, si tu fais une nouvelle version, tu devras avoir au moins un message qui respecte la norme. Et donc effectivement il faut aussi qu'il y ait de l'adoption en fait, de tous les membres de l'équipe, puisque ça change la façon de travailler pour tout le monde. J'allais dire en fait dans le tooling je l'évoquais pas, il y a un bot GitHub qui permet également de faire de l'enforce sur les messages sur le conventional commit. Alors nous on s'est fait avoir une fois puisqu'en fait il va on vérifiait, on pouvait pas squash and merge la pull request si le titre de la pull request qui est utilisé pour le commit ne respecte pas conventional commit. Alors une fois on s'est fait avoir parce que squash and merge, enfin GitHub pour le squash and merge utilise le titre de la pull request sauf s'il y a un seul commit.
et donc bah, on s'est dit mais comment il a fait pour... Ah bah non en fait d'accord, il y avait juste un seul commit. Voilà, donc, ou peut-être qu'ils ont fait évoluer en fait ça depuis, hein, mais on est tombé sur ce petit écueil. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Ok, ah il y a une question. À ne... Alors ouais, c'est ça. Comment on peut amener l'équipe? Bah, ça c'est humain. Donc là, on parle de tooling, on parle pas d'humain. Là, j'ai pas de. Alors déjà, il faut expliquer à tout le monde comment ça fonctionne et ce que ça va apporter. Bah, je pense que, on a déjà donné ce talk une fois, donc c'est disponible éventuellement sur. Voilà, bah, c'est pas grave. On arrive au bout. C'est disponible sur internet. Il faut bien comprendre en fait aussi apporter le bénéfice que ça va apporter. Et c'est vrai que ce genre de changement, en fait, tant qu'on l'a pas vécu, en fait, on a parfois du mal à mettre le doigt sur la magie du truc. Des fois, on se dit ouais, mais moi j'aime bien faire fixe, ça m'emmerde de faire ton fit machin. Voilà, il faut expliquer en fait. Et voilà, j'ai pas de solution miracle en fait là-dessus. L'important c'est le droit à l'erreur et le droit d'essayer d'embarquer l'équipe. Si l'équipe ça ne prend pas, c'est pas grave. Moi je l'ai vécu sur mon précédent projet, justement, on a mis en place Semantic Release. En fait, on avait identifié que le process de release c'était un pain point. On avait du Maven, du React, et à chaque fois qu'il fallait réaliser, les développeurs ils avaient fait leur feature, et il fallait tout se cacher parce que le process c'était une corvée, c'était super long. En fait, une fois qu'on a mis en place Semantic Release, il y a eu un peu de ressentiment au début, puis finalement les gens ont vu que le process était automatisé et qu'au lieu de passer 1 heure à déployer, à faire une release, à la créer, et ben, il n'était plus que 5 minutes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le delivery a explosé parce qu'on a livré encore plus petit que ce qu'on faisait avant. Donc on avait des bugs, forcément on en avait mais beaucoup plus petits, donc des analyses plus faciles aussi à faire. C'est souvent par l'exemple finalement que tu vas arriver à les convaincre. Oui, c'est aussi bénéficiaire, c'est ça, c'est que vraiment dans la mouvance DevOps, en fait, c'est qu'on automatise le maximum de choses, on livre le plus rapidement possible, et c'est vrai que ça peut enchaîner en fait très facilement sur le fait qu'on fasse une nouvelle release, on la publie directement en fait sur l'environnement de dev. Éventuellement, en fait, idéalement, via des tests, en fait, ça peut partir en prod. Enfin, c'est la première étape pour automatiser un process. Hein. Donc c'est vraiment très pratique. Hein. Est-ce que qui ne l'utilise pas et serait vraiment convaincu d'adopter ça sur son projet? Adopter Semantic Release. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus? Vous avez tout à fait le droit. Hein. Après, alors, my bad. Hein. Sur mon projet, par exemple, sur lequel je travaille, en fait, on l'a pas adopté pour différentes raisons. Hein. On l'a mis en place en fait sur notre projet précédent. Il y a parfois des raisons pour ne pas l'adopter, en fait. Hein, et donc c'est mon cas, donc ça s'applique pas forcément à tous les projets. Hein. Ok, alors bah je vais être galant. Alors j'ai un train et donc du coup là je dois y aller. Il faut qu'on se dépêche. Ok. Ah ok, oui, tout à fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas adopté le Semantic Release sur mon projet? Alors nous on a un projet d'infrastructure en fait qui est vraiment très gros. On livre un gros paquet et du coup on a des scripts en fait qui vont s'exécuter en fait parce qu'on a toujours des breaking change. Donc on respecte pas non plus la norme breaking change. Pardon. Mais bon, on a des gros scripts en fait, et donc on peut pas livrer facilement, bumper en fait la version facilement. C'est vraiment intégré. Puis on a un peu des versions marketing, donc ça il faut faire le deuil des versions marketing de vos applications. Vous pouvez pas dire dans 3 mois on va faire la version 1. En fait, on n'en sait rien en fait. Hein. C'est au fur et à mesure de ce qu'on commit. Hein. Si on fait un breaking change, bah on bump la version majeure et puis voilà. Donc voilà, c'est l'une des raisons. Il y avait une autre question. Oui, c'était une petite question en termes d'organisation. Est-ce que ça a provoqué des changements un peu compliqués au sein des équipes? Le fait de passer d'un mode où toute l'équipe décide de faire une release à c'est plutôt maintenant la CI qui le porte, et en termes, je sais pas, de communication auprès des product owners. Alors la question, ouais voilà, c'est qu'est-ce que ça impacte dans l'organisation de passer sur Semantic Release?
Alors c'est une question un peu vaste. Je dirais, moi je donnais l'exemple en fait avec quand je travaillais sur des API, c'est qu'on publiait automatiquement la release note à travers notre outil d'API management. Et donc on livrait le Swagger, la release note automatiquement en fait. Donc vraiment on est arrivé en fait à faire parfois plusieurs releases en prod. Enfin en plus on avait des tests d'intégration automatisés. Donc on pouvait livrer en fait en prod plusieurs fois par jour, ça nous est arrivé. Parce qu'en fait on avait vraiment le projet qui allait bien pour ça. Et au niveau communication, c'est beaucoup plus simple en fait. Je sais pas qui a déjà eu en fait des dépendances qui sont livrées, et puis on les intègre et puis ça merde en fait, et puis il faut aller appeler la personne en fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça en fait. Ça facilite beaucoup la communication. Ok. Ouais, il faut y aller. Ok. Merci beaucoup. Merci à l'organisation en fait. Merci aux orgas. N'oubliez pas Open Feedback. Et bon après-midi. Très vite.